Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le drame japonais a provoqué en France un débat sur l'énergie nucléaire. On écoute, si vous voulez bien, Danny Cohn-Bendit. Il faut se poser la question de la nécessité de l'énergie nucléaire civile. Et tout le monde se dit, n'est-il pas temps de tirer la sonnette d'alarme et de concevoir une sortie du nucléaire? Il ne faut pas léguer aux générations futures un monde où on dépend du nucléaire civil parce que le nucléaire n'est pas à 100% maîtrisable. La gauche devrait mettre à son programme un référendum. Un référendum, ça veut dire d'abord un débat. Faut-il un référendum ? Je crois d'abord que dire aujourd'hui aux Français « on va sortir demain du nucléaire », c'est tout à fait absurde. C'est absurde parce que ce n'est juste pas possible. On a besoin de l'énergie nucléaire pour toute notre électricité. En revanche, jamais aucun gouvernement n'aura fait autant que le nôtre pour ce qui est de développer les énergies renouvelables en France. Est-ce qu'à terme, l'objectif est d'en sortir ? À terme, notre objectif en 2020, c'est 23% d'énergie renouvelable dans la production d'énergie en France. C'est énorme, 23%. On est déjà à 12%. Donc le reste en nucléaire. Il y a toute une série d'énergies. Il y a les énergies fossiles qu'on utilise pour le carburant ou pour le chauffage. Il y a l'énergie nucléaire pour l'électricité. Et puis, il y a les énergies renouvelables. L'éolien, on l'a multiplié par 18. Le solaire qu'on est en train de développer. Donc ça veut dire référendum, non, parce que la question n'a pas de sens ? Je crois qu'il ne faut pas poser des questions simplistes sur des problèmes qui sont compliqués. En revanche, parler de l'énergie, et vous avez vu que le président de la République a dit au G20, nous poserons la question énergétique. Donc la question des politiques énergétiques sera posée. J'ajoute, parce que c'est important que les Français le sachent, que chaque année, dans mon ministère de la Recherche, nous dépensons 30% du budget recherche sur le nucléaire, qui est à peu près d'1 milliard d'euros chaque année. 30% de ce budget, 300 millions d'euros, c'est de la recherche sur la sûreté du nucléaire. Donc la question de la sécurité, de la sûreté en France pour le nucléaire civil, nous sommes ceux qui avons les normes les plus drastiques et qui faisons en permanence des efforts supplémentaires pour assurer la sécurité. Vous parlez de la nécessité d'un débat. Jean-François Copé en a programmé un. Ce sera pour le début du mois prochain, normalement. Sur la question énergétique, il y a pas mal de divisions au sein de l'UMP, comme on a pu le voir à l'occasion du vote du Grenelle 2. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce débat sur l'énergie donne lieu à des dérives et déborde, comme a débordé celui sur la laïcité ? Je crois que sur les questions énergétiques, il n'y a pas une position manichéenne à l'UMP. Non, il y a plusieurs positions. Dans certaines... Oui, mais justement, ça prouve qu'on est ouvert. On est ouvert à la fois sur la nécessité de passer à l'ère de l'après-pétrole. On est ouvert sur la question des énergies renouvelables et de leur développement dans le plan d'investissement d'avenir que le président de la République a décidé de lancer. Vous savez, c'est 35 milliards d'euros sur l'enseignement supérieur et de la recherche. Plusieurs milliards seront consacrés uniquement aux nouvelles énergies, au photovoltaïque, au biocarburant. Donc vous êtes pour ce débat au sein de l'UMP. Vous ne craignez pas qu'il aboutisse à étaler les divergences de l'UMP sur la question? Non, je pense qu'il faut effectivement qu'on parle de politique énergétique à nouveau. Je vous rappelle qu'il y avait eu un débat sur la politique énergétique en 2006 auquel personne ne s'intéressait. Moi je me souviens parce qu'à l'époque j'étais députée et on était dans l'hémicycle et vraiment personne ne s'y intéressait. Donc il faut faire attention à la politique de l'émotion. Aujourd'hui, définir une politique énergétique, ça se définit à l'échelle du pays, ça se définit en jouant sur toutes les cordes d'un arc, mais je le dis très simplement et très sereinement, je pense qu'on ne peut pas se passer du nucléaire aujourd'hui et on ne peut pas s'en passer, d'autant plus qu'il est accompagné de mesures de sûreté qui sont inégalées dans le monde. On va parler des cantonales. Nicolas Sarkozy a tranché, il ne veut pas d'alliance avec le Front National, mais pas de front républicain. Alors d'abord, est-ce que cette position vous convient ? Je crois d'abord que ce qu'il faut dire sur les cantonales, et c'est très important, c'est que le choix va se faire dès dimanche, dès le premier tour. Parce que les règles du jeu ont un peu changé. Vous savez que désormais... Relèvement du seuil. Voilà, désormais il faut avoir 12,5% des inscrits
pour pouvoir être qualifié pour le deuxième tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un taux d'abstention, mettons, fort, celui qu'on nous annonce, autour de 50%, ça veut dire qu'il faut faire 25% des voix pour être qualifié dès le deuxième tour. Ça veut dire qu'il ne faut pas de dispersion au premier tour, ça veut dire qu'il faut aussi ne pas s'abstenir au premier tour. Donc c'est la mobilisation qui est le facteur très important, et se mobiliser autour de ces idées, se mobiliser pour voter UMP. Et au second tour, ça ne vous choquerait pas, contrairement à Nathalie Kosciusko-Morizet, que l'UMP appelle à l'abstention dans certains cas? Je crois qu'on n'est pas aujourd'hui dans un vote de second tour. Vous savez bien que le principal adversaire du FN, aujourd'hui, c'est l'UMP. Celui qui a intérêt à faire grossir le Front National, aujourd'hui, c'est le parti. Mais si, parce que nous sommes les premiers adversaires du FN et nous le resterons quoi qu'il arrive. Oui, enfin, Nicolas Sarkozy a dit très précisément, au soir du premier tour, on dira, vous pouvez vous abstenir ou voter pour tel ou tel candidat, pourvu qu'il ne soit pas du Front National. Écoutez, aujourd'hui, on n'est pas en train de parler du second tour. Et aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que tous les candidats UMP se qualifient pour le second tour. Et on verra ensuite aussi ce que dira le Parti socialiste sur cette question. Parlons du premier tour et parlons de votre région, l'Île-de-France, qui recèle les deux grands espoirs de victoire de l'UMP, la Seine-et-Marne et le Val d'Oise. Quelles sont les chances que ces deux départements basculent, à votre avis? Aujourd'hui, les élections cantonales, ce qu'il faut vraiment que les habitants de l'Île-de-France, puisque vous me parlez de l'Île-de-France, mais c'est pour tous les Français valable, ce dont il faut vraiment se rendre compte, c'est que c'est une élection qui a un énorme enjeu local, un énorme enjeu territorial. En Seine-et-Marne, comme dans le Val d'Oise, nous avons, vous le savez, une région socialiste qui tarde à prendre des décisions cruciales, notamment dans un domaine partagé, qui est le domaine des transports. C'est un domaine partagé parce que le Conseil général de Seine-et-Marne, comme le Conseil général du Val d'Oise, siège au syndicat des transports d'Île-de-France. Donc avoir un département du Val d'Oise qui passerait à droite ou un département de Seine-et-Marne qui passerait à droite, c'est permettre d'avoir des aiguillons pour pouvoir moderniser les transports en Île-de-France. Il y a une bonne chance? Je peux vous dire que l'exaspération des usagers des transports en Île-de-France, un an après la réélection de Jean-Paul Huchon, est à son comble. J'étais à Groslay, vous le savez, dans le nord du Val d'Oise, sur la ligne H, celle à qui on avait fait les plus belles promesses, vous savez, le train ultra-moderne, le francilien qui devait arriver, qui n'est jamais arrivé. Mais il y a aussi les autres lignes, celles qui devaient bénéficier de l'arrivée des trains à deux étages de la ligne H. Donc tout le monde dans les méandres du réseau. Mais vous savez, un an après les élections régionales, faisons un petit bilan d'étape et les Franciliens doivent se demander s'il n'est pas temps de faire un contre-pouvoir à cette région Île-de-France qui est immobile et qui ne résout pas leurs problèmes. Et dans les Hauts-de-Seine, dont le président est Patrick Devedjian, donc UMP sortant et désireux de postuler à sa propre succession, quel conseil donneriez-vous aux élus de droite? Je pense notamment à Isabelle Balkany qui conteste sa gestion. Vous connaissez ma position. On élit d'abord les conseillers généraux avant d'élire le président du conseil général. Ce que j'ai dit à mes amis des Hauts-de-Seine, je leur ai dit, le bilan aujourd'hui du Conseil général des Hauts-de-Seine n'est pas critiquable. Il est excellent. D'ailleurs, pour revenir à la question des transports, le président du Conseil général des Hauts-de-Seine est obligé de financer lui-même un certain nombre de tramways que la région Île-de-France ne finance pas. Donc on a un bilan qui est excellent, on a un département qui fait du logement parce que la région n'en fait pas. Bref, on a un département exemplaire. Donc reconduisons la majorité de ce département, votons pour qu'elle soit solide et ensuite on choisira au sein du Conseil général, le président de ce Conseil général. Est-ce que les ministres qui sont des présidents sortants de leurs départements respectifs, je pense à Maurice Leroy dans le Loir-et-Cher et à Michel Mercier dans le Rhône, doivent démissionner en cas de défaite? Alors ça, c'est une décision qui appartient bien évidemment au président de la République et c'est à lui de choisir. Mais vous me permettrez de dire qu'on n'est pas responsable de toutes les élections dans son département. Si c'était le cas, alors François Hollande, s'il perd un canton en Corrèze, devrait lui aussi renoncer à la présidentielle. C'est ce qu'il a dit. Enfin, il n'a pas dit à canton, mais en tout cas, il a dit que s'il n'arrivait pas à garder la présidence, il renoncerait à se porter candidat. Écoutez, je sais déjà ce qu'il faut souhaiter pour la Corrèze. La cote de popularité de Nicolas Sarkozy, ce sera ma dernière question, a continué de baisser malgré le dernier remaniement. Si la majorité enregistre une défaite sévère au cantonal, est-ce qu'il faut de nouveau tenter de redonner un nouveau souffle au gouvernement? Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise comme nous n'en avons jamais connue. Il y a la crise économique de 2008 dont nous ne sommes pas totalement sortis. Il y a la crise
au Maghreb, la crise qui est partie d'un mouvement démocratique mais qui se traduit par une très forte instabilité de cette région. Et puis il y a aujourd'hui la crise japonaise. Je crois que dans cette période de crise, il faut garder le cap, il faut continuer la politique de ce gouvernement et garder le Premier ministre. Avec un président et un Premier ministre qui sont des capitaines de tempête et de gros temps et qui savent prendre les bonnes décisions dans des périodes troublées. Valérie Pécresse, je vous remercie. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.